nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas. Vous êtes sur Radio Sputnik, il est 17h03, c'est l'heure de retrouver Rachel Marsden et son désordre mondial. Bonjour Rachel. Bonjour, alors oui, aujourd'hui on va parler des armes à feu aux États-Unis et surtout l'incident qui s'est déroulé à Las Vegas, le grand massacre. Le Canada face au terrorisme, c'est pour tout de suite. Moi je vous retrouve dans une demi-heure à 17h30. Salut. Le Clash, présenté par Rachel Marsden. Bienvenue au Clash, je suis votre arbitre, Rachel Marsden. Faut-il interdire les armes à feu aux États-Unis ? En début du mois, un certain Stephen Paddock, un Américain de 64 ans basé dans l'État de Nevada, est accusé d'avoir commis le plus grand massacre de l'histoire du pays en ouvrant le feu depuis une chambre d'hôtel au Mandalay Bay sur une foule qui assistait à un concert. Le bilan catastrophique, 58 morts et 489 blessés. Plusieurs armes semi-automatiques modifiées furent trouvées dans sa chambre. Serait-il possible d'éviter de tels incidents qui sont particulièrement prononcés aux États-Unis ? D'après la Gun Violence Archive, une archive qui traque la violence avec les armes à feu américaines, qui analyse les données sur la violence aux armes à feu en 2007, un incident de tir de masse s'est déroulé au moins tous les 5 jours aux États-Unis. Un incident tous les 5 jours. Ils définissent un tir de masse comme tout incident où 4 personnes ou plus sont blessées ou tuées lors d'un tel incident. On n'entend pas parler de ces incidents, mais on ne peut pas nier leur existence. Mais la puissante National Rifle Association américaine, un lobby auquel tant de politiques américains sont à la cheville, aimerait bien les ignorer. La solution de ce lobby, après un tel massacre, consiste toujours de renforcer la présence d'armes dans le pays. Un peu contre-intuitif. Du genre, la meilleure solution pour résoudre le problème d'un mauvais gars avec un fusil, c'est un bon gars avec un fusil. Très nuancée cette position. Ouais, comme s'il aurait aidé dans ce cas où le mauvais gars, à Las Vegas, avait l'avantage de l'invisibilité de prévoyance et aussi de la hauteur. Qu'allaient-ils faire, les bons gars avec les fusils ? Débiter des balles d'une manière aléatoire dans la direction générale de l'hôtel de plusieurs dizaines d'étages ? Pourquoi chaque scénario proposé par la NRA est-il toujours quelque chose qui sort directement d'un film de Sylvester Stallone ? Voici quelques exemples de ce qu'ils ont proposé comme solution légitime dans le passé. Premier exemple, un cambrioleur entre dans votre maison avec une arme à feu. Très probablement, il veut juste voler vos affaires et se barrer. Le fait qu'il soit déjà assez désespéré pour avoir commis un cambriolage signifie qu'il cherche désespérément de l'argent ou des biens. Ou bien qu'il est instable, au mieux. Alors, mieux vaut prendre votre arme, la montrer à l'intrus et tirer la gâchette, n'est-ce pas ? Mais non. Bien que cela puisse sembler facile, l'attaquant toujours aurait l'avantage, à moins que vous ne soyez vous-même un psychopathe légitime. Le général de brigade SLA Marshall a fixé le taux de tir entre les soldats de combat de la Seconde Guerre mondiale à seulement 15 à 20% du taux maximal, même lorsque l'ennemi était exposé, signifiant que des tueries étaient contre-intuitives et ne tueraient pas l'ennemi malgré avoir un tir clair. Donc, si vous pensez que vous ferez exploser le gars comme au cinéma, soit vous manquez de la connaissance de soi, soit vous êtes précisément le genre de personne qui ne devrait pas dépenser la justice unilatéralement comme bon vous semble. Deuxième scénario, souvent cité par la NRA. Quelqu'un court vers vous dans un parking, lève une arme et vous dit de lui donner votre argent. La NRA vous ferait sortir votre propre arme et lui tirer dessus. Problème résolu, non ? Mais bien sûr que non. L'agresseur a 2 avantages importants par rapport à la personne moyenne avec un pistolet. Il est le premier et il est taré. S'il voit le moindre soupçon que vous êtes en train de sortir une arme à feu, vous êtes mort. En réalité, s'il est assez proche pour vouloir vous prendre quelque chose, il est suffisamment proche
pour que vous utilisiez une alternative à une arme à feu. Vous seriez mieux avec l'un de ces nouveaux appareils high-tech à 10% de gel de poivre fabriqué en Suisse, par exemple. J'en porte un moi-même et je n'ai jamais senti qu'une arme me rendrait plus en sécurité, à une vitesse de déploiement de 177 km à l'heure, en utilisant la même technologie que les airbags de sécurité dans les voitures, et avec une distance effective de 13 pieds et un rayon d'environ 2 pieds, le gel peut désactiver l'attaquant sans le tuer, avant même qu'il puisse comprendre ce que c'est que le gadget dans votre main. En outre, si vous êtes psychologiquement plus enclin à utiliser sans hésiter, sachant que ça ne va pas tuer le gars. Troisième exemple. Un homme armé pénètre dans un centre commercial et ouvre le feu avec une arme d'assaut. En NRA Land, tout le monde aurait une arme pour abattre le gars. Donc, s'il y avait 100 personnes avec des armes à feu présentes, dont la rêve de la NRA, chaque balle rentrerait dans le gros méchant. Plus réaliste, tout le monde se mettrait des balles les unes dans les autres, dans les vitrines, dans le gars habillé d'un costume d'animal distribuant les dépliants promotionnels. En effet, il y a des gens qui ont les compétences, la formation, l'expertise, la rigueur physique et mentale, la discipline et la formation psychologique pour accomplir le genre d'héroïsme que la NRA aime attribuer à toute personne capable de porter une arme à feu. Ces personnes sont appelées tireurs d'élite. Et même parmi les militaires, ils sont exceptionnellement qualifiés pour leur rôle. Leur entraînement psychologique spécifique pour surmonter l'aversion naturelle de l'homme à tuer à bout portant est ce qui a donné aux Britanniques l'avantage contre les Argentins dans la guerre des Malouines. Les gens qui se croient également capables pensent probablement qu'ils peuvent aussi battre Michael Phelps dans la piscine. Les États-Unis ont besoin de solutions concrètes, judicieuses, efficaces et intelligentes, et non pas d'un programme farfelu et égoïste qui ne sert que les lobbies. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Pierre-Maxime Saron, directeur de l'Institut Mirabeau, spécialisé dans l'action législative en matière d'armement et de légitime défense. Bienvenue à l'émission. Bienvenue, merci. Et Karim-Émile Bittard est directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère aux États-Unis. Bienvenue à l'émission, Karim. Bonsoir, Hachem. Alors, Pierre-Maxime Saron, j'aimerais commencer avec vous. Je trouve ça choquant, vraiment, en tant que Canadienne, quelqu'un qui a grandi à la frontière américaine, qu'on voit tellement de violences commises avec les armes à feu aux États-Unis, tandis que la culture est assez semblable entre les États-Unis et le Canada, à part cet élément-là. Il y a des gens qui sont entraînés pour le port d'armes au Canada, qui savent utiliser une arme à feu, moi inclus, mais l'idée d'avoir le droit absolu accordé par la Constitution, je pense que ça fait quelque chose sur le plan mental qui fait qu'il y a tellement d'incidents dont on n'en parle pas, comme on a discuté dans l'introduction. Et on n'entend que parler de ces incidents-là. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est déjà pas forcément rire, pas forcément pleurer, mais analyser les choses. Analyser de façon brute les données qu'on a par rapport aux États-Unis. En France, l'une des difficultés, c'est qu'on est nourri à la sauce de Michael Moore avec les soi-disant documentaires qu'il a eu à avoir sur les armes à feu. Donc déjà, l'aspect est très peu rationnel, nous en France, par rapport aux Américains. Et bien entendu, comprendre le droit constitutionnel, la liberté constitutionnellement garantie d'avoir et de posséder chez soi une arme à feu pour protéger soi, sa famille, mais aussi, car là, la chose est importante, une conception de la liberté est quelque chose qu'on a du mal à évaluer. Par contre, il faut voir les chiffres. Et lorsqu'on regarde les chiffres, on est bien loin en fait des fumisteries qu'ont parfois abordé Michael Moore, les démocrates ou les médias français en général. Et si on constate, on va dire, une certaine adéquation entre la sécurité et les armes à feu, c'est qu'il faut préciser que plus il y a eu d'armes aux États-Unis, plus le taux de criminalité a baissé. Et là, j'en viens... Même dans des endroits comme Détroit, par exemple, en banlieue, je trouve que c'est l'inverse. Mais tout à fait. Et Détroit était l'un des États, en l'Illinois, qui était le plus restrictif en matière d'armes à feu. Et il y a à peu près 4 années... Mais ça, c'est sur papier. D'une manière officieuse, c'est pas difficile d'obtenir des armes à Détroit.
Ah non, effectivement, dès lors où on passe par l'illégalité. Mais Dieu merci, l'ensemble des citoyens de Détroit ne passent pas par l'illégalité. Et c'est là qu'on constate que les armes et la législation qui est afférente aux armes à feu, en fait, ne concernent que l'honnête citoyen. Lui n'aura pas accès aux armes à feu. Et ce qui laisse un monopole légal aux autorités légitimes, donc en l'espèce l'État, mais l'État qui peut être défaillant pour réguler l'insécurité endémique, notamment dans certaines régions comme Détroit ou comme Chicago dans la banlieue sud. Karim Elmin-Bitar, on parle souvent du deuxième amendement aux États-Unis et le fait que c'est le droit de porter une arme à feu ou de posséder une arme à feu. Et on évoque souvent l'idée d'autodéfense. Cependant, c'était pas fait pour ça. C'était plutôt fait pour que le peuple américain puisse combattre le gouvernement si jamais il y a une histoire de fascisme. Je pense que dans un combat entre le peuple américain avec leurs armes à feu et le gouvernement américain avec leur arsenal d'armes, je pense que c'est déjà assez gagné. À votre avis, est-ce que ça s'applique toujours, le deuxième amendement? Oui, alors je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit dans votre éditorial d'introduction et également avec cette question sur le deuxième amendement parce qu'en effet, on a une interprétation aujourd'hui qui est abusive et maximaliste de ce deuxième amendement. Il y a une sorte de fétichisation du deuxième amendement par la NRA et par une partie du Parti républicain. Comme vous l'avez dit, ce deuxième amendement était initialement conçu pour permettre aux citoyens de lutter contre un gouvernement tyrannique. Et il y a une véritable distinction à faire entre le fait de savoir si ce sont tous les citoyens qui peuvent avoir recours à des armements ou ce sont uniquement les États, les milices. Donc même le juge de la Cour suprême, Warren Burger, qui était pourtant un républicain, un conservateur, c'était tout le contraire d'un gauchiste, estimait que rien dans ce deuxième amendement ne vient justifier que n'importe quel citoyen décide qu'il puisse s'armer. Donc il y a une vraie polémique là-dessus. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un point que c'est très difficile de remettre en question ce deuxième amendement et même des associations comme Moms Against Gun Violence respectent le deuxième amendement mais demandent un certain nombre de garde-fous. Le président Reagan n'était pas non plus un homme de gauche, n'était pas non plus hostile. Il était presque assassiné. Ronald Reagan était presque assassiné par quelqu'un Tout à avec fait. un arme à feu. Et suite à cette tentative d'assassinat, il a fait voter avec Bill Brady, qui était la victime, un arsenal législatif qui aujourd'hui lui serait accusé lui-même serait accusé par le Parti républicain d'une dérive à gauche. Ouais. Il faut quand même rappeler qu'il y a aujourd'hui tous les jours 90 Américains qui meurent sous le coup des armes à feu. C'est quand même considérable, même par rapport au bilan du terrorisme dans le monde. C'est absolument considérable. Et justement, je ne ris pas, juste pour l'audience, je ne ris pas parce qu'il y avait une tentative de meurtre contre Ronald Reagan. Je ris parce que c'est un sujet de débat et à chaque fois qu'il y a une tentative comme ça, il y a des gens qui soutiennent toujours l'idée que oui, il faut que tout le monde en possède. Maxime Saran, j'avais vu que vous n'êtes pas d'accord avec les propos de Karim Elmin-Bitar, alors que pensez-vous? Non, effectivement, et là je réagis en tant que chercheur en droit. Effectivement, la Cour suprême américaine est relativement claire par deux amendements, celui de 2008 sur la jurisprudence LR et celui de 2010 en McDonald versus Chicago, où on a une interprétation individualiste du port d'armes, mais pas du tout collectif. Effectivement, il y avait tout un débat qui aurait pu avoir entre le second amendement, entre le premier groupe nominal, si on veut regarder la syntaxe des choses, et le girondif qui en fait suite. Est-ce qu'on fait une interprétation globale ou une interprétation individuelle? Et là, les choses sont claires. Et Scalia, qui était à l'époque, avant qu'il décède l'année précédente, juge, disait que la Cour suprême, de toute manière, a une vision originaliste de tout temps du second amendement. Donc depuis de nombreuses années, les choses sont claires pour les Américains, c'est un droit individuel. Donc forcément, les États au niveau fédéral et après les États fédérés sont intervenus parfois avec des législations en pointillés. C'est une vraie mosaïque juridique qu'on connaît aux États-Unis. On n'a pas un droit des armes à feu, mais on en a une cinquantaine, avec des États qui, effectivement, comme l'Arizona, le Vermont, le Wyoming, ou même, et là c'est intéressant de le souligner, le Vermont qui est démocrate. Donc j'entendais dans mon interlocuteur qui avait une vision un peu démocrate contre républicain sur l'interprétation du second amendement. C'est pas du tout si simple. C'est même pas une vision nord-sud entre le pays américain. Non, pas du tout. Et aussi, c'est souvent évoqué qu'il y a beaucoup d'armes à feu aux États-Unis, il y a très peu d'incidents. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que, comme j'avais expliqué, il y a plusieurs incidents assez sérieux, même des accidents, qui ne sont pas évoqués et qui n'arrivent jamais à faire parler les gens et faire polémique dans la presse. Alors, je ne sais pas si c'est aussi bénin que ça. Karim Elmin-Bitar, que pensez-vous?
Moi, je trouve, Rachel, que vous aviez raison de rigoler un peu dans votre introduction parce qu'on est vraiment dans une situation surréaliste aujourd'hui aux États-Unis. On a les œufs Kinder qui sont interdits parce que les enfants pourraient s'étrangler avec. On a les fromages au lait cru français qui sont inaccessibles, interdits pour des tas de raisons supposément sanitaires. Et on a des mitraillettes ultra puissantes que chacun peut acquérir sans le moindre contrôle, mais quand bien même il serait parfois atteint de troubles mentaux. Le problème, c'est qu'il y a une sorte, un peu comme dans le monde musulman, il y a le salafisme et les salafistes qui veulent donner une interprétation littérale de tous les textes religieux. Il y a une sorte de salafisme constitutionnel aux États-Unis avec des gens qui prennent ce second amendement véritablement au pied de la lettre pour tout justifier, alors qu'il faut replacer ce deuxième amendement dans le contexte de sa naissance. Le plus important, c'est ce que vous avez dit dans l'introduction, c'est qu'on a des hommes politiques qui sont, vous avez utilisé l'expression, à la cheville du NRA, ils sont à la botte d'un lobby ultra puissant et qui finance énormément la vie politique américaine et qui nous ressortent des arguments éculés depuis 50 ans comme « guns don't kill, people do », ce sont les hommes qui tuent, ce ne sont pas les fusils. C'est tout à fait vrai, mais un homme avec un couteau, par exemple, ne pourrait pas faire le carnage qu'a fait Stephen Paddock la semaine dernière à Las Vegas. Donc il faut en finir avec cette fétichisation des armes à feu. Il faut accepter peut-être le deuxième amendement. On ne peut pas aller à l'encontre d'une culture américaine qui avait déjà été décrite par Alexis de Tocqueville, qui avait très bien compris l'état d'esprit, mais il y a un minimum de garde-fous qui ne sont plus aujourd'hui respectés en raison de la toute-puissance de ce lobby. Et comme vous l'avez dit, entre la frontière canadienne, il y a une étude entre Seattle et Vancouver, qui sont deux villes pas très Ma ville éloignées. natale, Vancouver. Ah, alors je suis canadien moi aussi, plutôt de Montréal, mais j'avais été également frappé par cette différence-là. Et lorsque dans les années 90, il y a eu un certain nombre de lois restrictives, on a vu que chez les 15-24 ans, par exemple, il y avait beaucoup moins de suicides du côté canadien de la frontière. Donc ce n'est pas uniquement des tueries, c'est aussi des violences conjugales qui se terminent en homicide, c'est aussi des suicides. Donc il est temps aujourd'hui que la classe politique trouve un peu de courage face à ces lobbies. Pierre-Maxime Saron, vous avez évoqué l'interprétation individuelle de la Cour suprême américaine. Est-ce que ce serait une violation de cette interprétation et l'application du deuxième amendement si on permet tout simplement des contrôles psychologiques avant que quelqu'un puisse acheter une arme à feu? Par exemple, ce cas avec Stephen Paddock à Las Vegas. On entend maintenant, dans l'après-coup, que c'était sa femme ou sa compagne, quelque chose comme ça. Elle a évoqué le fait que lui, il criait dans son sommeil, il avait des troubles psychologiques. Est-ce que ça aurait pu aider, par exemple, dans ce cas ? C'est déjà le cas dans certains États. Moi, je ne suis pas là pour faire le service après-vente de la NRA, bien loin de là. Surtout qu'en plus, l'interlocuteur que j'ai en face se méprend malheureusement ou heureusement. C'est pas la NRA qui pilote l'ensemble des politiques et qui fait le maximum de lobby. Les plus radicaux aux États-Unis, c'est GOA, qui a une vraie influence et c'est eux qui ont d'ailleurs influencé GOA, l'association des propriétaires d'armes américains, qui a une vision beaucoup plus libérale. Oui, beaucoup plus libertarienne que la NRA. Je pense que et la c'est NRA, eux qui ont influencé les dernières jurisprudences. Alors, ils ont beaucoup d'argent, effectivement, et ils influencent pas tant que ça au niveau des campagnes, mais ils font beaucoup de communication sur Internet et de la prévention aussi, on l'oublie. Ils ont des pas oublier que la aussi. NRA, c'est une association de protection des droits civiques et à ce titre-là, ils bénéficient de formation et de formants. Je voulais juste revenir aussi sur un détail que j'ai constaté que mon interlocuteur parlait de mitraillettes sans contrôle. Là encore, une fois, il faut se renseigner sur la législation. Malheureusement, c'est pas si simple. Les mitraillettes, en tant qu'organes full automatiques, sont déjà contrôlées depuis une loi de 1980. En 81, les full automatiques ont été interdits et aujourd'hui, au commerce, il est très difficile d'y accéder et il y a bien entendu le background check qui est fait, il y a tout ce qui est contrôle des antécédents psychiatriques qui est fait pour le full automatique. Et le full automatique est de toute manière intervenu que très peu, à peu près à 2% sur les mass shootings, ce qui démontre bien que même si on contrôlait les armes soi-disant les plus dangereuses, il y aurait un effet d'évitement et on pourrait trouver d'autres armes à disposition. Et là, malheureusement, le contexte français fait que, bien entendu, c'est beaucoup plus simple d'utiliser, et là il faut être réaliste, une arme à feu pour faire des mass shootings. Quoi qu'il en soit, déjà on peut s'en procurer sur le marché noir, donc il y a une interrogation à avoir sur l'effectivité du droit, mais aussi sur les moyens alternatifs, notamment les véhicules, comme c'est le cas de l'ubérisation du terrorisme en Europe. Karim Emile Bitter, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de tels incidents ici en France? J'imagine que, comme dit Pierre-Maxime Saron, c'est accessible ces armes sur le territoire français, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces incidents?
comme on les voit aux Alors, États-Unis. précisément, il y en a beaucoup moins en Europe des incidents de ce type, même en Suisse, un pays où vous avez beaucoup d'armes à feu, où il y a également une tradition d'armes individuelles. Donc c'est précisément parce que la culture américaine, parce qu'il y a encore aux États-Unis ces culture wars assez violents, ces clivages raciaux, qu'il y a encore des milices d'extrême droite assez violentes, notamment dans le Midwest, qui ont des relais au sein de l'establishment. Le juge Scalia, que votre invité a cité, était également un extrémiste sur des tas de sujets. Donc en Europe, il y a des circonstances qui se prêtent, des circonstances sociologiques, historiques, qui permettent un peu d'atténuer cette violence qui peut quand même exister. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement américain, mais parce que la société américaine reste fracturée, parce que vous avez cette fétichisation des armes à feu, on est à tout moment susceptible de dériver vers quelque chose d'ultra dangereux. Donc la question n'est pas de savoir si c'est des foules automatiques qui peuvent tirer 500 balles ou des armes un peu plus légères qui peuvent tirer 50 balles. Les dégâts sont au rendez-vous. On a quand même 650 millions d'armes entre les mains de civils aux États-Unis. Il suffit de regarder les statistiques du nombre de morts, du nombre d'homicides, du nombre de suicides pour se rendre compte que c'est un problème endémique. Et les quelques fois où il y a eu des tentatives de quelques hommes politiques courageux pour affronter ces lobbies, ça s'est malheureusement terminé de façon pas très convaincante. Même après le massacre de l'école élémentaire de Sandy Hook, Obama n'a peut-être pas eu suffisamment de courage pour utiliser ce momentum pour faire voter des lois. Ronald Reagan avait été plus courageux dans les années 80. Donc il ne faut pas, je crois, se limiter à ce débat juridique qui est très intéressant. Il faut également inclure une dimension sociologique, psychologique, étudier la société américaine dans son histoire et replacer ce deuxième amendement dans le contexte historique dans lequel il est né, ne pas faire comme les salafistes en prenant des versets du Coran et en voulant les appliquer à une situation radicalement différente après 14 siècles. Pierre-Maxime Saron. Alors là où je suis d'accord avec ce monsieur, c'est qu'effectivement il y a des facteurs exogènes qu'on ne met pas assez en œuvre. Et comparer par exemple la criminalité aux États-Unis ou au Canada, en fait c'est faire l'impasse sur la politique pénale par exemple, sur des visions de l'économie, de la culture, de l'histoire qui sont très différentes. C'est pour ça que c'est très compliqué de mettre à part le facteur armement sur la criminalité. Au-delà, bien entendu, des statistiques dont je vous ai parlé, notamment de John Lott sur ce plus d'armes, moins de crimes, qui est en partie critiquable, du moins. Mais vous parliez des tueries, donc, notamment de Sandy Hook, de Virginia Tech, de San Bernardino. Attention, et on pourrait penser également à la tuerie qu'il y a eu sur la base militaire en 2015. La plupart du temps, à part sur la base militaire, mais les militaires n'avaient pas accès en fait aux munitions, ils étaient armés mais n'avaient pas accès aux munitions, ça se passe dans des gun-free zones. Et bien entendu, les individus qui vont commettre des mass shootings sont souvent rationnels, la plupart du temps. Et donc, au-delà de l'aspect préventif que permet l'arme à feu dans bien des cas, et ça s'est vu notamment à Orlando quand on a changé directement la législation des armes à feu en formant les femmes, il y avait de gros problèmes de criminalité sexuelle là-bas, et dans les années 70-80, et une fois qu'on avait changé la législation, ça a été beaucoup plus sécurisé pour ces femmes. Donc il y a vraiment c'est multifactoriel, la chose n'en est pas simple, mais de là à intervenir en fait de manière restrictive au point d'interdire les armes à feu, parce qu'en fait ce qui sous-tend certains discours, c'est l'interdiction pure et simple d'un outil. Eh bien, il faut s'interroger à quoi sert cet outil. Il ne sert pas qu'à faire des mass shootings, il sert à la légitime défense d'une part, qui intervient et qui a un droit naturel, et qui est le moyen de l'expression de ce droit naturel dès lors où l'État est défaillant. Et ça, c'est ce qui vient sous-tendre vraiment ce droit, et aussi la résistance à l'oppression. Donc là, c'est deux moyens, dont un qui a été souligné tout à l'heure. C'est pas une cuillère, c'est pas une voiture, c'est pas un objet. En fait, il y a une symbolique derrière et une philosophie. C'est pas simplement le personnel qui a voté Reagan avec son pick-up. Non, il y a quelque chose de plus contractualiste, de plus philosophique dedans. Oui, une arme à feu, ça sert à quelque chose, notamment à tuer quelque chose. Enfin, c'est pas un outil pour s'amuser, quoi. Sauf qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça. Enfin, je me rappelle bien, il y a quelques années, je crois que c'était après Sandy Hook, quelqu'un m'avait demandé, alors, où est-ce que vous placez les bornes quant à la possession des armes à feu? Moi, j'ai dit, j'ai aucun problème avec les gens qui ont envie ils doivent passer des contrôles psychologiques et des tests et des choses comme ça. Mais une fois qu'ils sont approuvés pour posséder une arme à feu, j'ai aucun problème avec des gens qui possèdent une longue arme à feu chez eux, mais ça reste chez eux. Ils ne baladent pas dans la rue avec un petit pistolet caché quelque part. Pour vous, Karim Émile Bittard, c'est où la limite par rapport à ce débat?
Je crois que le point que vous avez abordé est déjà important, le fait du contrôle psychique dans une période où les troubles mentaux sont de plus en plus répandus. Et là-dessus, aucun pays n'est à l'abri. Dans les années 90, il y a eu à Montréal, à l'école polytechnique de Montréal, un monsieur qui s'appelait Marc Lépine, qui est entré et qui a tué toutes les femmes. C'était un affreux carnage. Donc ça peut arriver partout. Et précisément, nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus d'instabilité psychologique. On ne peut pas autoriser n'importe qui à utiliser cela. C'est en effet lorsqu'il y a un État défaillant, lorsqu'on est confronté à une tyrannie. C'était l'esprit de ce deuxième amendement. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Il y a aux États-Unis des armes à feu qui sont entre les mains des autorités. 650 millions entre les mains de civils, mais au total 875 millions. Donc on ne demande pas à totalement interdire toute arme à feu, mais il y a un minimum de contrôles qui ne sont pas en place. Et non seulement ils ne sont pas en place, Trump voulait également aller encore en arrière et ne même plus demander le moindre contrôle sur la psychologie de l'individu en question. Il y a quand même des cas assez effarants ces 15 dernières années. On voit des gens se pointer dans des armureries, faire un choix et repartir 5 minutes après, alors que pour acheter un œuf Kinder ou un fromage au lait cru, c'est absolument beaucoup plus compliqué. Donc il y a un problème psychologique et en effet, il faut introduire une approche beaucoup plus complexe, sociologique, psychologique, parce que le problème des États-Unis, c'est pas uniquement la prolifération des armes à feu. Pierre-Maxime Saran. Moi, je suis en partie d'accord sur ce qui est proposé. Bien entendu, qu'il y a un plus grand contrôle aux États-Unis. Ça doit pas être c'est comme posséder une voiture, c'est certes une liberté de circuler, mais ça n'empêche pas d'avoir un permis, d'avoir un contrôle qui est afférent. Et je pense que sur bien d'États, au-delà de ce que souhaite faire la NRA, puisque vous savez, ils sont favorables à un durcissement de la législation, c'est assez nouveau, et qu'il y a déjà des projets de loi qui ont été proposés par républicains et démocrates suite à ce qui s'est passé à Las Vegas. Donc je pense qu'il faut rentrer dans cette dynamique-là. Et ce qu'on compare en fait aux États-Unis par rapport à la France, c'est qu'il y a une ligne de crête à avoir. Le modèle américain, c'est pas un modèle en soi, mais par contre, on peut avoir des contre-modèles, comme c'est la France. Et le modèle israélien, le modèle suisse, le modèle tchèque sont, à mon sens, et au sens de l'Institut Mirabeau, pourquoi on pourrait garantir une liberté individuelle, une liberté collective, avec des armes à feu de manière stricte, pertinente et pragmatique. Pierre-Maxime Saran et Karim-Émile Bittard, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur leclashshow.com ou sputniknews.com.